Qu'est-ce que l'on peut s'attendre de l'Organisation des Nations Unies quand on sait que chaque année, il y a toujours cette Assemblée générale? Au cours de cette dernière, il y a plusieurs hommes d'État qui défilent pour parler de la politique de leur État. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. Éditorialiste Maison. Alors, l'ONU, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que les discours des différents chefs d'État devant la tribune des Nations Unies peuvent certainement améliorer la vie des différents compatriotes? A priori, non. Mais il faut, pour expliquer cette problématique des Nations Unies, l'Organisation mondiale des Nations Unies, il faut expliquer à l'origine, l'ONU c'est quoi? Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, d'abord il y a eu ce qu'on appelle la Société des Nations, créée après la Première Guerre mondiale. Il y avait comme une volonté des grandes puissances d'alors de lutter contre les guerres, de lutter contre les catastrophes, de lutter contre les conflits mondiaux. Et ils ont mis en place une organisation qui allait permettre les pays de se retrouver, d'échanger dans la diplomatie, etc. Donc ça a échoué. Ça a échoué parce que en 39, 38, Hitler, qui, avec ses propres raisons, parce que d'après toujours les historiens, ce sont les Allemands alors qui constataient l'injustice, une certaine occupation notamment des systèmes de l'environnement économique, etc., par un peuple qui est jugé encombrant, les Juifs, eh bien, ils ont enclenché ce qu'on appelle la domination allemande à travers l'Europe. Et ça conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 5 ans, les pays se sont déchirés, beaucoup ont capitulé, comme la France, comme d'autres pays, etc. Et en 1945, à San Francisco, les grandes puissances se retrouvent pour dire, bon, les vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, on a associé la France, parce qu'effectivement, bon, la France faisait partie de pays qui pouvaient être, parce qu'avec la bombe atomique un peu plus tard, hein, la France devait jouer le rôle assez important dans la paix mondiale, mais la Chine, qui était une grande puissance d'ailleurs, mais quand même qualifiée comme le pays du tiers-monde. Mais les 5 pays, et donc, ont créé cette organisation des Nations Unies avec d'abord de membres à nombre réduit, et ce nombre s'est développé au fil des ans, et les pays africains qui étaient sous colonisation, notamment britannique, française, même allemande pour certains, ont rejoint cette organisation des Nations Unies et s'est étendue jusqu'à l'Asie, etc. C'est quoi l'ONU? En réalité, c'est une organisation de nations au sein desquelles il y a des organes. Certains sont plus importants que d'autres, notamment l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ce que la réunion qui s'est déroulée depuis le 20 septembre dernier. Chaque année, il y a ces assemblées générales aux Nations Unies à New York. Moi, je suis allé plus de 30 fois. Là-bas, qu'est-ce qui s'y passe? Chaque chef d'État, parce qu'on suppose que tout le monde est égal par ailleurs, vient donner le point de vue de son pays, une petite synthèse de la situation de son pays, sa voix, pour partager avec le monde. Mais ce qui décide en réalité, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les grandes puissances dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la France, les États-Unis, aujourd'hui la Russie, qui a pris la place de l'Union soviétique, la Chine et la Grande-Bretagne. Mais personne ne respecte en réalité les décisions qui sont prises au niveau des Nations Unies. Ce sont des décisions déclaratoires. Il n'y a pas une coercition par rapport à ça. Ce sont les bonnes intentions. Parce qu'en réalité, aux Nations Unies, ce qui prédomine, c'est ce qui contribue le plus. C'est les États-Unis qui contribuent le plus. Allez, on va dire un peu l'Union européenne au sens large du terme, mais parce qu'il n'y a que la France qui reste maintenant en tant que membre permanent aussi de l'Union européenne. Il y a eu la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne. Il y a la Chine qui contribue et puis la Russie.
Mais l'antagonisme entre les grandes puissances, c'est-à-dire le bloc maintenant entre le BRICS et l'OTAN, fait que toutes les résolutions des Nations Unies ne sont pas respectées. Regardez la situation qui prévaut en Israël, enfin entre Israël et le pays de la sous-région. Toutes les résolutions prises par les Nations Unies sur Israël ne fonctionnent pas. Regardez les États-Unis eux-mêmes. Ils n'ont jamais ratifié, par exemple, ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. L'OTAN ou même l'Union européenne, quand elle intervient dans beaucoup de pays africains, notamment ce qui s'est passé en Libye, c'est parfois sans respecter ce que demandent les Nations Unies, etc. Et sur le continent africain, nous vivons sous diktat, à la fois des grandes puissances, mais aussi des Nations Unies, sans respecter notre point de vue quant à ce. Alors, à quoi aura servi les 2 sièges permanents pour l'Afrique sans droit de veto? Est-ce que ce n'est pas de la mascarade, tout ça? Mais bien évidemment, c'est un peu le minimum syndical, comme on peut le dire. Déjà, on était associés au niveau du Conseil de sécurité d'une manière un peu, je dirais, tournante. On prenait comme ça un pays africain qui pouvait présider là-bas au niveau des Nations Unies. Si on nous donne 2 sièges, membres non permanents, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On n'a pas de droit de veto. Le plus important, c'est les droits de veto. Oui. Les droits de veto veut dire quoi? Aussi longtemps que moi je décide que telle résolution ne passe pas, eh bien, si je n'ai pas décidé, ça ne passera pas. Alors, on va assister à des réunions où on va nous présenter des dossiers arrêtés par les États-Unis, l'OTAN en particulier, ou la Chine, ou la Russie. On va constater tout simplement, on n'aura pas à jouer un rôle majeur. On va seulement participer comme on a participé aux assemblées générales des Nations Unies ou parfois au Conseil de sécurité, mais sans influence particulière. Alors, vous l'avez dit, dès les départs, lors de la création de cette organisation, c'était mettre fin à la guerre. Au conflit. Voilà, au conflit. Et quand vous allez au siège des Nations Unies, vous allez voir juste devant, on a tordu l'arme pour dire que plus jamais ça, mais jusque-là, même ils sont soupçonnés tout le temps d'être à la base de beaucoup de conflits. On se rend compte que les Nations Unies n'arrivent pas certainement à régler certains conflits. Israël, Liban, ça continue. Israël contre la Palestine. Ici en Afrique, est-ce qu'il n'y a pas envisagé, supprimer cette organisation des Nations Unies, entrevoir autre chose? D'abord, De Gaulle avait dit déjà que les Nations Unies, c'est le machin. Pourquoi? Parce que il dit là-bas, il ne se décide rien. Il n'y a rien d'influent, pour ne pas dire de définitif ou de prépondérant. Aujourd'hui, ça peut se décider au Conseil de sécurité, ça peut se décider aux Nations Unies. Si les États-Unis ne sont pas d'accord, ça ne va pas fonctionner. Si la Russie n'est pas d'accord, ça ne va pas fonctionner. Parfois même, la Chine oublie, ou plutôt fait semblant de ne pas comprendre ce qui a été décidé au niveau des Nations Unies. Ça s'est fait déjà d'ailleurs. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, mais c'est en foulant aux pieds tout ce qui a été décidé au niveau des Nations Unies. Expliquez-moi par quelle magie il y a le pays de l'OTAN qui viennent, qui donnent des armes à l'Ukraine, et l'Ukraine qui détruit ou qui frappe la Russie. Et la Russie qui se défend aussi en allant faire la guerre en Ukraine là-bas, en ne pas respecter les frontières. L'Israël qui est en train... Israël qui bombarde. Il a bombardé la bande de Gaza. Il y a des milliers de morts. En ce moment, c'est les Sud-Soudan, enfin les Sud-Liban, qui est frappé. Il y a peut-être déjà plus de 2000 morts. Ben, aucune résolution des Nations Unies. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, ne respecte. Et donc, c'est le diktat, si vous voulez bien, des grandes puissances, notamment des États-Unis. Et la réponse de la Russie à tout ceci est que, aussi longtemps que vous ne respectez rien, par exemple, sur le plan des armes nucléaires, il y a eu de pactes qui étaient signés entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, sur les euromissiles ou sur d'autres armes un peu des missiles à longue portée. Personne ne respecte. Alors, c'est la course aux armements aujourd'hui. Puisque rien n'est fait, il y a un échec cuisant. C'est quoi l'alternative?
il y a les BRICS d'un côté, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde et quelques pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, etc., qui sont dans un bloc. Il y a maintenant l'OTAN qui reste, hein, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres. Et sur le plan économique, ça s'est fait déjà. Parce que la guerre n'est pas seulement en termes d'armes, en termes d'influence, c'est aussi sur le plan économique. La Chine, qui est devenue une puissance économique majeure, aujourd'hui, passe outre parfois les décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. C'est vers quoi on tend. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les pays africains, au lieu d'aller commander les places au niveau du Conseil de sécurité, doivent s'organiser pour constituer en eux aussi une puissance à la fois politique, économique et militaire. Or, nous sommes dans une situation de dépendance du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et ça sera faisable, qui découle surtout avec du système des Nations Unies. Kadhafi a essayé, Kadhafi est parti. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, il y a cette crainte-là des autorités? Mais c'est ça la géopolitique mondiale. Nous, les stratèges, on explique toujours aux gens qui décident que il faut être volontariste. Il faut avoir de l'ambition. Kadhafi avait essayé, mais Kadhafi était seul. Kadhafi voulait quoi? C'est des partir, par exemple, de la zone CFA. C'est des partir du Fonds monétaire international. Avoir notre propre satellite. Avoir ce qu'on appelle l'Union africaine au sens large du terme. Et les autres ont anticipé, ils l'ont tué. Mais il y a beaucoup de leaders sur le continent qui pensent que l'Afrique doit être en quelque sorte résiliente et offensive pour sa survie. Parce que moi j'ai écouté beaucoup de chefs d'État qui sont partis là-bas faire des discours. Ces discours restent dans la salle. La plupart de grandes puissances qui viennent là-bas, eh bien, ils viennent avec leur point de vue. À l'époque de Trump, Trump parlait de les États-Unis qui doivent rayonner. D'abord, États-Unis sur eux-mêmes, ensuite, jouer un rôle prépondérant. Biden est venu avec le multilatéralisme, mais c'est là, ça ne fonctionne pas très bien. Regardez l'échec de Macron en France, qui voulait, notamment au niveau de l'Europe, faire jouer un rôle assez important. Macron aussi, il a échoué. Aujourd'hui, ce qui compte, encore une fois, c'est les puissances au pluriel des nations. Ces puissances s'évaluent au niveau de la gestion économique. La route de la soie, par exemple, les routes de la soie que la Chine propose aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine ouvre des couloirs pour vendre ses produits, importer des matières premières, c'est déjà le cas, et jouer un rôle très important. La Chine a déjà acheté des fonds souverains de beaucoup de pays. La Chine a ce qu'on appelle des possessions dans beaucoup de pays, notamment ceux de l'OTAN. C'est cette puissance-là dont il est question. L'Inde, sans compter l'Inde, il faut que nous, au niveau de l'Afrique, qu'on arrête de penser que sans la coopération avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, on ne peut pas s'en sortir. Regardez Matata Ampogno de 2010 à 2014-15, on a fonctionné sans le programme des FMI, ben, l'économie se portait bien. Voilà. Les pays comme le Brésil avaient remboursé leurs dettes, même si les Occidentaux font toujours tout pour nous ramener à ces dépendances internationales. Si je peux revenir sur le rôle que joue l'ONU chez nous, par exemple. Effectivement, pour terminer. L'ONU ne nous aide pas. En RDC? Non, du tout. Mais avec les casquettes bleues? Du tout. Depuis 1960, d'ailleurs, la plupart des crises qui ont déchiré la RDC, l'ONU était toujours présente. Quand il y a eu la sécession katangaise avec Tchombe, l'ONU est partie là-bas. Il y a même Daka Machol qui a défilé, s'inclinant devant le drapeau katangais à l'époque. Et il en est mort parce qu'il a été assassiné, Daka Machol, Andola là-bas frappé le Katanga, parce qu'il était assez faible et il ne jouait pas le rôle des grandes puissances. La MONUSCO est venue ici, MONUC d'abord. Mais il y a eu la guerre à Kinshasa ici, sous la barbe de l'envoyé spécial du Conseil de sécurité, enfin du secrétaire général des Nations Unies. À l'Est, où on a déployé suffisamment de matériel, des drones, etc. Mais pendant 20 ans, il n'y a eu que des morts. L'ONU est devenue, on va dire, à quantité négligeable aujourd'hui. Même Radio Kapi qui était là pour distribuer la paix, on va dire, à travers le pays, on n'a pas vu de résultats assez escomptés. En réalité, il faut compter sur soi-même, faire comme l'Angola, qui avait chassé les Nations Unies. Et après le départ,
des Nations Unies, il y a eu la paix. Comme au Mali, à l'époque, on avait chassé les... Voilà. Partout où il y a l'ONU, il n'y a pas la paix. Voilà, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Même au Sud-Soudan, entre... Et effectivement. Voilà. Et notre président de la République, peut-être avec votre prochain invité, vous allez en parler, est parti là-bas donner le point de vue de la RDC. En réalité, ce qui est plus important là-bas, c'est les réunions qu'on fait à côté. Les contacts, on va dire, les bilatéraux, qui se tiennent avec d'autres chefs d'État qui sont partis là-bas, etc. Mais ce que j'ai des conseils très souvent, je trouve qu'un peu maladroit, c'est les délégations qui accompagnent le président. Il y a beaucoup de gens qui partent. Beaucoup de délégations. Notamment à New York. Et ça saigne les caisses de l'État. Largement. Surtout qu'on a mis de côté la patrouille financière. Eh bien, il y a des gens qui vont là-bas à New York sans raison majeure, sans une rentabilité évidente. Ils vont là-bas pour aller rencontrer le président. Beaucoup ne le rencontrent même pas. Ils vont là-bas pour aller dans des réunions, on va dire, adjacentes un peu aux assemblées générales. Ces réunions, c'est tout simplement des cabinets qui organisent ces think tanks pour pomper l'argent. Et puis ensuite, quand ils reviennent de là-bas, il n'y a pas des restitutions, il n'y a pas de suivi. Donc c'est de l'argent qui est dépensé comme ça. Et surtout quand ils reviennent de là-bas, beaucoup ne viennent même pas directement à Kinshasa. Quand le président va parler aujourd'hui, demain ou après-demain, il revient. Mais les autres vont faire une semaine, 10 jours, en train d'aller en France, dans d'autres pays, etc., là où il y a leurs enfants, leurs familles. Mais tout ceci saigne les caisses de l'État. Et c'est ce qui est de considérer. Et que les gens évitent d'être toujours dans la suite du président pour ne rien faire. Le pays a suffisamment d'enjeux, suffisamment de priorités, parce que pendant qu'ils sont absents du pays, ben les dossiers dorment. Et on ne développe pas le pays avec les voyages, avec notamment des réunions qu'on tienne dans des grands hôtels à travers le monde. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Deuxième invité, Donald Kabasele. On va scruter les discours du chef d'État Félix Tshisekedi. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming, en temps réel, avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, sur